Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Multipolaire. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, nous regardons ensemble une vidéo d'Andreï Martianov enregistrée le 3 mai 2026, ce qui signifie hier même, et les événements qu'il commente se sont produits littéralement dans les dernières 24 heures. Avant de lancer la vidéo, laissez-moi vous donner un contexte immédiat que j'ai vérifié dans les dernières heures et qui rend cette analyse encore plus percutante pour Monde Multipolaire. Dans la nuit du 2 au 3 mai 2026, 740 drones ukrainiens ont été tirés vers la Russie, ciblant notamment Saint-Pétersbourg et l'oblast de Leningrad. Au moins 55 ont été abattus dans l'oblast de Leningrad seul, selon le gouverneur Alexandre Drozdenko. Un aéroport de Saint-Pétersbourg a été temporairement fermé, et voici le point fondamental que Martianov soulève dans cette vidéo. Certains de ces drones ont transité par l'espace aérien de la Finlande et de l'Estonie, pays membres de l'OTAN. Des appareils ukrainiens ont été détectés en survol de Narva, ville estonienne frontalière de la Russie. Sur Monde Multipolaire, notre ligne éditoriale est claire. Nous analysons ces événements depuis une perspective géopolitique indépendante, qui signifie que nous refusons la version unique que vous entendrez dans les médias occidentaux. Et cette question des drones ukrainiens transitant par l'espace aérien de l'OTAN est fondamentale parce qu'elle révèle quelque chose que peu de médias français osent dire. Les pays baltes et la Finlande couvrent délibérément ces violations. Ce n'est pas une accusation. C'est ce que révèle une analyse du journal Diplomate Média, datée du 1er avril 2026, qui documente qu'un drone ukrainien avait déjà heurté la centrale d'Over en Estonie et que les autorités estoniennes avaient choisi de maintenir le flou en parlant de drones en provenance du territoire russe, ce qui signifie une désinformation par omission délibérée. Cette vidéo de Martianov aborde également un sujet que très peu d'analystes dans l'espace francophone traitent sérieusement. La théorie des opérations militaires, ce qui signifie la science réelle qui sous-tend la planification et l'exécution des opérations militaires à grande échelle. Les réseaux bayésiens, les probabilités conditionnelles, la corrélation des forces, c'est un sujet ardu. Mais Martianov fait quelque chose d'important. Il explique concrètement pourquoi l'Occident perd ses guerres. Non pas parce qu'il manque d'armes ou de budget, mais parce qu'il manque de la rigueur analytique et mathématique nécessaire pour planifier de vraies opérations militaires de haute intensité. Sur Monde Multipolaire, nous allons enrichir cette analyse avec des exemples historiques précis. Allez, on lance la vidéo. On gagne, on gagne. Elle a raison, parce que vous pouvez rejoindre cela.
Eh bien, bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2026. C'est un dimanche et nous avons un petit répit dans l'actualité, pour ainsi dire. Ce qui est bien parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais ce que vous voyez au début, c'est effectivement ce que la Maison-Blanche a mis en avant. Je suis allé vérifier, je l'ai confirmé. Tout le monde l'a confirmé. C'est ce qu'ils ont mis là, dehors. Et je ne sais pas si l'avilissement moral du pays va continuer à cette vitesse. Et on pensait que Biden était, eh bien, il parlait aux esprits. Ce type parle à lui-même et de lui-même uniquement. Donc la réalité est bien sûr très triste. Et vous avez vu vous-même ce qu'est la victoire. Vous avez essentiellement la situation avec l'Ukraine, dont je parlerai plus tard aujourd'hui, en termes de pertes réelles qui sont horrifiantes pour l'Ukraine. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous montrer quelque chose pour que vous compreniez, en dehors de ce que vous voyez dans la région de Tchernigov, et comment ça continue chaque jour, ce qui n'est pas tellement rapporté dans les médias occidentaux, parce qu'évidemment l'Ukraine est une cause perdue, mais il continue à attaquer la Russie. Il continue à attaquer la Russie. Par exemple, si vous regardez attentivement cette carte, c'est la carte qui vous montre où se sont produits des incidents avec des drones ukrainiens lancés. Eh bien, à Viroli, en Finlande, ils enregistrent des drones qui volent vers, oui, vers Saint-Pétersbourg. Vous avez aussi Narva, qui, comme vous pouvez le voir vous-même, n'est évidemment pas, comment dire, pas un territoire russe. C'est le territoire de l'OTAN. Et donc la question se pose immédiatement. Si vous regardez comment c'était lancé, vous pouvez voir vous-même que c'était depuis Narva, comme vous pouvez le voir vous-même. C'est lancé depuis Narva, et tout ça vole vers Saint-Pétersbourg. D'accord, laissez tomber. Je veux dire, laissez-moi vous montrer ce qui se passe à cet égard. Comme vous pouvez le voir vous-même, 740 drones ont été abattus par la défense aérienne russe. Et oui, ils ont réussi à tuer une famille encore dans les terres frontalières. Et ça va continuer. Ça va continuer parce que, évidemment, la situation dans le monde occidental l'appelle. Que puis-je dire? Si vous regardez l'Allemagne, si vous regardez la France, si vous regardez l'Italie et même le Royaume-Uni, eh bien, le Royaume-Uni, en fait, malgré le fait que c'était... et personne ne retire quoi que ce soit à l'héroïsme et au dévouement des gens anglais, britanniques et de tous, les Anglais, les Écossais, vous savez, les Gallois et tout. Mais le fait est qu'ils étaient des perdants, ils sont toujours des perdants, et ils haïssent tellement la Russie, et bien sûr, les nazis ukrainiens, c'est ce qu'ils sont. Et ces gens des néoconservateurs et autres mondialistes et marchands de guerre à Washington. Vous voyez, ils ne peuvent pas supporter le fait que le 9 mai approche. Et bien sûr, c'était l'Union soviétique et l'armée rouge qui ont porté le fardeau de la défaite de la machine de guerre la plus terrifiante, qui était bien sûr européenne. C'est l'Europe qui a créé ça. C'était encore un dragon venu de l'Europe. C'était fondamentalement une marche vers l'Est. Et devinez quoi? En tuant 27 millions de personnes soviétiques, dont bien sûr environ 10 à 7 millions étaient des civils. Donc ils ne peuvent pas le supporter, parce que pour eux c'est essentiellement une accusation de ce qu'ils sont. Et la France peut prétendre être grande, ce qu'elle n'est pas. Elle a toujours été une perdante, elle continuera à être une perdante. Mais ils ne le comprennent pas encore, parce que leur ambition, leur haine envers la Russie est telle qu'elle les aveugle complètement. Et bien sûr, ces régimes savent que leurs populations vont avoir faim. Et vous savez quoi? Les pressions économiques sont celles qui créent toute cette situation révolutionnaire. L'une des conditions préalables, donc ils doivent tout faire, y compris cet appareil oppressif et répressif. Et ils vivent dans la réalité du 1984 d'Orwell. Donc arrêtons-nous ici et revenons un peu à ce que je m'étais fixé comme objectif aujourd'hui. Vous expliquer pourquoi l'Occident perd des guerres. Et comme je l'ai déjà dit, c'est pas pour dire qu'ils n'avaient pas de bons généraux ou quoi que ce soit. Mais évidemment, plus maintenant, je ne pense pas que l'Occident combiné, y compris les États-Unis, ait le moindre officier sérieux de 2 étoiles et plus qui puisse conduire une vraie opération sérieuse. Sans parler du Pentagone
au moins le Pentagone se bat quelque part. Quand on regarde la France et le Royaume-Uni, l'Allemagne est vraiment pathétique et l'éducation est mauvaise et tout ce qu'ils comprennent de la guerre est absolument dépassé, complètement. Mais je veux vous expliquer que, comme vous vous en souvenez sur ma chaîne, je n'ai pas commencé ça à partir d'une sorte de simple présentation des nouvelles et en montrant juste des explosions comme tous ces charlatans sur YouTube. Je ne me souviens pas de tous ces types qui n'ont jamais servi un seul jour dans l'armée, et même s'ils avaient servi, ça n'aurait pas changé grand-chose, qui parlent de comment vous pouvez vous déplacer à gauche, à droite, vers le nord. Voilà ce qui se passe. Il y a toutes sortes de ces gens au DIMA. DIMA, je ne me souviens pas de son nom. Oui, c'est encore un autre. Aucune idée de la guerre, aucune idée de quoi que ce soit. Ils lisent juste quelques livres, regardent quelques films, et ils prétendent être d'une façon ou d'une autre essentiellement des spécialistes militaires. Ils sortent aussi, certains d'entre eux. Je veux dire, pas d'Imma, je comprends qu'il est en Israël. Ils se rendent non pas en première ligne, personne ne les laisserait s'approcher de la première ligne, parce que ces idiots seraient tués immédiatement. Mais ils vont à l'arrière et offrent des petites sommes, des subventions russes, de l'argent supplémentaire, vous savez, disons 2000 roubles. Peux-tu me faire 30 secondes de vidéo de quelque chose? Et le gars qui est à l'arrière à faire la lessive dit « Bien sûr, voilà, tenez, voici une clé USB, voici leur vidéo. » Alors ils sortent, mettent cette vidéo dans leurs canaux, Telegram et YouTube, y apposent leur filigrane et disent « Oh oui, c'est nous. » Non, c'est pas vous. Mais voilà ce que représente la majorité, 99%, je sais qui sont les vrais professionnels et qui fournissent de vraies informations. Mais c'est une histoire à part. Mais aucun d'eux, y compris ces gars qui sortent et discutent « Oh mon Dieu, il a fait cette manœuvre en Jeep », vous savez, ils adorent parler de ce que j'appelle la pornographie militaire. Et oui, la technologie militaire peut être très séduisante. Donc ils parlent de toutes ces choses. Le maximum qu'ils atteignent, c'est la tactique de bas niveau, le combat aérien. Quand vous parlez par exemple d'un Su-35 abattant un F-16, c'est un combat aérien tactique de bas niveau. Vous pouvez vraiment le comprendre, à l'exception évidemment des manœuvres et d'autres choses qui vous sont demandées à partir de l'Académie de l'armée de l'air, non pas aux États-Unis à Colorado Springs, mais dans les académies de l'armée de l'air russe qui vous demandent 5 ans, 6 jours par semaine d'entraînement intensif. Beaucoup de mathématiques, beaucoup de tout. Et voici le problème quand je parle de choses comme les opérations. Je parle de gens qui portent les épaulettes, grossièrement parlant, des galons d'officiers supérieurs qui sont passés par, en termes russes, les académies. En dehors des vraies écoles d'officiers, qui sont déjà, comme je l'ai déjà dit, d'une formation extrêmement intensive, ils passent ensuite ce qu'on appelle l'équivalent des collèges de guerre, qui sont encore beaucoup plus intensifs. Ils durent plus longtemps, entre 1 an et demi et 2 ans. Vous étudiez ça intensivement, la physique et les mathématiques intensives, surtout en théorie des opérations, et bien sûr en théorie des probabilités. Et c'est là où tout se ramène. Parce que vous perdez des guerres au niveau opérationnel et stratégique, bien sûr, parce qu'ils sont étroitement interconnectés. Et donc, quand nous parlons de pourquoi les États-Unis perdent constamment, eh bien, laissez-moi vous expliquer un peu. Je vais vous donner juste un petit extrait, et voici comment les vrais gens, les vrais professionnels militaires pensent. Et je vais le faire de cette façon. Donc, n'ayez pas peur des mathématiques, ce n'est pas le but. Je ne vous demande pas de calculer tous ces réseaux bayésiens et autres choses de cette nature. Je ne peux pas le faire moi-même sur des modèles complexes. Mais évidemment, les modèles étendus nécessitent des capacités computationnelles très importantes. Et c'est ce que font les états-majors. Et si quelqu'un ne se souvient toujours pas de ce avec quoi j'ai commencé cette chaîne vidéo, je vous rappellerai que ce que les professionnels militaires ont à leur disposition, depuis les constellations de satellites jusqu'à tous ces moyens ISR avancés et même le renseignement humain et les groupes de reconnaissance au sol, tout est conçu dans un seul but, c'est la résolution des incertitudes. La guerre est stochastique, essentiellement, et un événement très incertain, probabiliste.
et la façon dont les vrais professionnels militaires pensent, pas tous ces fans qui prétendent savoir quelque chose sur l'armée, ils ne pensent pas de la même façon. Votre cerveau est fondamentalement reconfiguré de telle façon qu'il prend, eh bien, vous ne pouvez pas l'expliquer à quelqu'un. Et je comprends que même de mon audience, ça sera, eh bien, encore une fois, ce que je vais vous montrer, je l'ai déjà montré avant, mais cette fois c'est un peu différent. Ce sera éclairant. Mais c'est ce que les vrais états-majors font au niveau tactique supérieur, tactique opérationnelle, opérationnel et stratégique. C'est pourquoi ils ont beaucoup d'ordinateurs. C'est pourquoi ils ont toutes ces interfaces. Et chaque officier qui vient à un poste d'état-major doit comprendre ce qu'il fait. Les calculs et les computations sont effectués par, évidemment, l'ordinateur. Et nous allons commencer avec ça. Oh oui, ne soyez pas surpris que je commence avec ça. C'est Mike Lynch, homme d'affaires. C'est une tragédie, ce qui lui est arrivé vraiment. Et c'est aussi absolument une sombre ironie, la façon dont ça s'est passé. Donc il avait un doctorat en essentiellement informatique et c'était un gars très intelligent et il avait eu des problèmes avec évidemment la loi britannique à propos de quelque chose lié aux ventes d'Hewlett-Packard. Il avait été accusé de fraude, mais ensuite, bien sûr, il a été innocenté. Il est allé aux États-Unis à San Francisco et a été acquitté par les tribunaux américains. Et naturellement, il avait organisé une magnifique fête dans sa cour qui s'appelait Bayesian Man et Bayesian Inference. Et regardez ce qu'il dit à son sujet. Il dit que Lynch célébrait son acquittement avec une croisière sur son yacht familial, le Bayesian, quand il a coulé dans une tempête au large de la Sicile le 10 à 9 août 2024. Lynch, sa fille et 5 autres personnes sont morts. C'est une tragédie horrible, surtout pour le gars qui célébrait évidemment son acquittement. Et vous pouvez voir vous-même ce qu'est le Bayésien, et c'est le yacht. Il avait un mât de 72 pieds, ce qui aurait pu être une raison qui a contribué à couler l'autrement magnifique yacht. Je n'achèterais jamais, si j'avais des milliards par exemple, quelque chose comme ça, j'achèterais un yacht à moteur. Mais je veux dire, il aimait manifestement la voile, mais pourquoi il s'appelle bayésien? Eh bien, qu'est-ce que le bayésien? Et c'est ici que nous allons commencer un peu. Vous savez, j'ai déjà parlé des problèmes liés par exemple aux chaînes de Markov et à la façon dont les vrais professionnels militaires sérieux voient leurs situations qui sont au niveau opérationnel. Vous savez, quand vous opérez dans le quartier général d'une division, sans parler d'un corps ou de quelque chose comme ça, et ça a tout à voir avec les chaînes de Markov, ça a tout à voir avec le bayésien. Qu'est-ce que le bayésien? Et je veux commencer ici pour vous démontrer ce qu'est un réseau bayésien, par exemple. Et le bayésien fait partie de ce qu'on appelle la théorie des probabilités. Et donc, c'est toute une science sérieuse. Et donc, commençons par introduire les réseaux bayésiens. Et voici, notamment, les réseaux bayésiens sont utilisés partout. Ils sont utilisés dans l'apprentissage automatique, ils sont utilisés partout, y compris dans la prévision économique et autres. Et bien sûr, les réseaux militaires bayésiens sont des modèles graphiques pour le raisonnement sous incertitude. Oui, c'est ce que font réellement les professionnels militaires. Leur tâche est de résoudre ces incertitudes où les nœuds représentent des variables discrètes ou continues et les arcs représentent des connexions directes entre eux. Donc, ils vous montrent en fait quelque chose qui se passe, qui est prédit par quelque chose qu'on appelle parfois le parent. Et ce qui se passe, prédit par ça, s'appelle la fille. Voici donc la continuation dans la compréhension bayésienne, le réseau bayésien et ce qu'on appelle la distribution de probabilités conjointes et choses de cette nature. Et nous avons que rappelant que la structure du réseau bayésien implique que la valeur d'un nœud particulier est conditionnelle uniquement à la valeur de son nœud parent. Cela se réduit à un grand pi ou peu importe ce que la lettre qu'on appelle en fait produit.
Vous multipliez ces choses. Mais vous n'avez pas besoin de savoir ça. Et oui, c'est un processus fastidieux. Mais donc, je veux aussi aller et vous présenter ce que sont les réseaux bayésiens, comment ils sont décrits sur Internet, par exemple. Un réseau bayésien, également connu sous le nom de réseau de Bayes, réseau de croyances. Croyances, incertitude, croyances. Comment sont-ils liés? Vous devez croire en quelque chose. Mais la connaissance et la croyance ne sont bien sûr pas exactement la même chose. C'est ce que ce complexe C4ISR fait en termes de résolution des incertitudes. C'est un modèle graphique probabiliste. Tout dans la guerre est probabiliste. Et c'est ce que vous devez avoir, des moyens techniques et humains pour résoudre ces incertitudes, pour fournir un certain niveau de probabilité, pour ainsi dire, pour faire quelque chose que vous devez concevoir dans votre opération. Les opérations sont des choses extrêmement complexes. Et elles sont extrêmement complexes en termes de planification. Et il parle du modèle graphique probabiliste qui représente un ensemble de variables et leur dépendance conditionnelle via un graphe acyclique direct. Les réseaux DAG sont idéaux pour modéliser la relation probabiliste entre les variables et pour effectuer des tâches d'inférence et d'apprentissage. Comme vous pouvez le voir vous-même, les principes clés sont expliqués et devinez quoi? Les militaires et les états-majors, les militaires modernes en réalité, à partir probablement des années 1960, fonctionnent là-dessus. C'est tout ce qu'il y a là dedans. Enfin, pas tout, évidemment. Mais c'est une partie énorme de ce qu'on appelle le bloc des compétences et de l'art militaire. Parfois, c'est un art parce que vous devez assumer certaines probabilités. C'est ce qui fait les grands leaders militaires et les grands officiers d'état-major. Donc, je veux vous commencer avec ça. Il y a un programme, il y en a beaucoup comme vous le comprenez. Nous vivons dans le monde des ordinateurs, tout le monde qui compte. Les Iraniens ont des ordinateurs et ils sont vraiment bons là-dedans. Les Russes ont des super ordinateurs fonctionnant au plus haut niveau de complexité et le Centre national de contrôle de la défense russe est une installation à la pointe de la technologie. Et donc, je veux vous présenter quelque chose que j'ai utilisé comme exemple. Ça s'appelle Cognet. Je vais vous expliquer. Cog signifie centre de gravité. Il est utilisé par les militaires australiens, mais il est très similaire à ce que tout le monde, les États-Unis, la Russie et tous, utilisent. Mais évidemment, les États-Unis, ayant une très bonne capacité computationnelle, pour une raison quelconque, continuent à perdre des guerres. Et laissez-moi vous expliquer, allons et lisons un peu sur le bayésien et la génération de probabilités conditionnelles qui sont à la base de ce système Cognet et pourquoi c'est un centre de gravité. Le centre de gravité, bien sûr, c'est ce que ça signifie d'exploiter les vulnérabilités de votre ennemi, ce qui est une partie énormément importante de votre planification opérationnelle. Donc si vous regardez l'analyse du centre de gravité par les réseaux bayésiens, c'est impossible jusqu'à ce que le modèle ait été renseigné. Ah, gardez ça à l'esprit, ce renseignement du modèle. Je vais vous expliquer pourquoi c'est critique. C'est là où les États-Unis, le Pentagone et surtout l'Occident échouent lamentablement. Je veux dire lamentablement. Et c'est pourquoi ils ne peuvent rien gagner. Et donc, ces probabilités, comme il l'explique, peuvent en principe être extraites de manière inductive de données historiques ou sollicitées auprès d'un expert du domaine. Voilà. Données historiques ou experts du domaine. Je vais vous dire pourquoi le Pentagone et la CIA n'ont aucune idée. Plus maintenant. Ils étaient assez bons à, vous savez, connaître ça. Plus maintenant, ils ont complètement perdu toutes sortes de compétences. Et évidemment, quand vous avez les données historiques qui vous sont présentées par la Wehrmacht, qui a été absolument pulvérisée, oblitérée par l'armée rouge, que vous attendez-vous? Jusqu'ici, il parle de nous. Nous sommes uniquement appuyés sur le jugement d'experts du domaine pour renseigner les modèles Cognet, puisqu'il n'y a pas de données historiques appropriées ou valides disponibles. Cependant, et ils expliquent ce que vous voyez ici. C'est en réalité ce que je viens de vous lire à propos de Cognet.
qui est l'un des outils critiques de planification opérationnelle dans pratiquement toute armée avancée dans le monde. C'est la représentation scientifique de déchets entrants, déchets sortants. Ce qui signifie que si vous mettez de mauvaises données en entrée, vous obtenez de mauvaises données en sortie. Mais ensuite, si on regarde à quoi ressemble le cognet bayésien, même dans l'opération la plus simple, et encore une fois, voici la définition du cognet de l'Institut de défense et de technologie australien. Donc, comment identifier les facteurs critiques? Il parle du développement d'un outil logiciel appelé outil d'effet réseau du centre de gravité cognet pour aider à identifier les facteurs critiques à influencer pour l'atteinte de l'état final souhaité. Ce qu'est l'état final souhaité, c'est le nom scientifiquement prétentieux des objectifs militaires et politiques que vous souhaitez atteindre. Et ils en parlent et disent que Cognet est un système de soutien à la décision basée sur la connaissance pour le raisonnement sous incertitude dans l'environnement complexe de la planification opérationnelle basée sur le formalisme des réseaux de croyances bayésiennes. Oui, c'est ce qui se passe quand vous faites ça. Voici par exemple le modèle le plus simple d'une tâche Cognet. Voici. Et vous devez comprendre que ça remonte peu, être à 10 ans, mais les interfaces changeront, quelque chose sera légèrement adapté ou amélioré, mais le principe reste le même. Un exemple de tâche concrète. Absolument. Regardez ça. Renseignements sur la localisation de la menace. Il parle, dans ce cas particulier, au niveau opérationnel de l'établissement d'une base opérationnelle avancée, et ce sont des conditions préalables, déclencheur, heure, H. Oui, ils doivent démarrer leur opération et heure H, conduire une frappe maritime sur les actifs de la menace. Donc ils vous donnent des ressources. Ils volent là-bas avec 8 FAN 111 qui ne sont plus disponibles. Ils ont tous été retirés 6 F-18 et 2 B-7 107 pour le ravitaillement aérien. Donc ils perdent un des F-18 quand ils reviennent. Et voilà. Ils ont calculé la durée de la tâche et la probabilité de succès à 80%. C'est la tâche. Quand ils développent cette tâche, ils doivent développer des probabilités conditionnelles bayésiennes. Voilà. Voici l'un des réseaux bayésiens qui, comme vous pouvez le voir vous-même, se réduit à chacun d'eux à un certain nœud. La fille, comme ils l'appellent parfois. Et ensuite, bien sûr, ils vont, et convergent tous, sur ce qui est critique en termes de frappe et de projection de force. C'est l'un des exemples du bayésien. Mais évidemment, vous pouvez le faire via l'ordinateur. C'est une vieille interface. Aujourd'hui, c'est probablement plus ou moins de couleurs. Mais comme vous pouvez le voir vous-même, c'est l'une des interfaces d'un système logiciel complexe où vous vous asseyez et comptez vos ressources assignées. Vous voyez 4 B7 107, vous savez, transport ou ravitaillement, vous savez, toutes sortes de choses, 130 et F18 et ainsi de suite. Donc vous allez à la liste des tâches. Ce que vous devez faire, vous devez venir avec l'assaut aéroporté et l'assaut amphibie rapproché, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous vérifiez essentiellement votre liste de conditions. E, c'est votre renseignement du modèle. Et comme résultat, ça vous donne essentiellement la durée de votre opération et vous donne essentiellement un aperçu de ce que cette opération pourrait être. Et c'est juste l'une des plus petites facettes du vrai travail de planification opérationnelle sérieux. Et encore une fois, vous voulez comprendre comment ça se passe. Vous voulez devenir un vrai artiste opérationnel, pas une sorte de type rigide qui a appris quelque chose dans les manuels opérationnels et sait comment cocher toutes ces cases. Ces choses opérationnelles n'existent pas seulement dans l'armée, elles existent par exemple dans l'aérospatiale. L'aérospatiale, devinez quoi? Les entreprises aérospatiales américaines, beaucoup d'entre elles, fonctionnent sous Epicor. Devinez ce qu'est Epicor?
C'est la base de données civile qui vous permet d'opérer des entreprises, littéralement depuis l'argent jusqu'à toutes sortes de ressources qui arrivent et qui sortent, et ça calcule y compris votre comptabilité. Donc voilà, c'est un outil opérationnel, mais vous devez en avoir une compréhension très sérieuse. Pas juste dire « Oh oui, c'est l'écran, allumons l'écran, et vous savez quoi, cliquons sur ces choses ». Non, dans l'armée, le résultat de votre incompétence, vous obtenez des gens tués et de la technologie perdue. Et nous avons vu nous-mêmes ce qui s'est passé avec l'opération militaire spéciale, où les États-Unis surtout, je renvoie tout le monde à 2023. Comment ont-ils planifié cette catastrophe? Très simplement, ils sont allés au Pentagone, tous ces généraux, et ont dit « D'accord, faisons-le, vous savez, les départements de planification opérationnelle, apportez-nous le plan des opérations, qu'ont-ils fait ?» Eh bien, beaucoup d'entre eux n'ont même jamais obtenu leur diplôme de l'Académie militaire américaine de West Point. Pas que ce soit vraiment bon maintenant. Mais je veux dire, ils sont sortis, ont allumé leurs ordinateurs, ont coché toutes ces cases. Oui, vous savez, c'est nos opérations, on va frapper les Russes. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué 200 000 de leurs propres soldats et n'ont pas réussi à pénétrer même ce qu'on appelle la zone de sécurité. N'ont jamais atteint leur première ligne de défense russe, et après ça, ils ont perdu la guerre. Et après ça, ils se cachaient et tournaient ça jusqu'à ce qu'ils sortent de derrière les dos de leurs mandataires en Iran. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, vous devez être plus que juste un officier opérationnel à un niveau sérieux. Vous devez être un artiste opérationnel. Vous devez comprendre ces choses et bien les entrelacer dans un système très complexe de leur bien évaluation. Et quand quelqu'un me dit « Oh, le plan opérationnel est si facile, mettons ces 2 régiments ici et on va percer ». Non, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Et je suis désolé de le dire, je connais beaucoup de personnes qui ont fait de la planification opérationnelle et je sais ce que ça implique. J'étais à l'état-major de la brigade, brigade distincte, brigade indépendante, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc les gens, n'allez pas là-dedans. Et c'est juste une démonstration. Si vous regardez par exemple toutes sortes d'effets, y compris ce qu'on appelle la résolution des incertitudes, voici par exemple l'efficacité des systèmes de combat, ceci est en russe tiré de l'Académie navale de guerre russe de Kanit. C'est l'académie où ils préparent les chefs d'état-major des brigades, de divisions et les commandants des divisions et au-delà. Donc comme vous pouvez le voir vous-même, tous ces nœuds, mais dans ce cas particulier, c'est une démonstration pour vous de l'effet de combat, de la stabilité au combat du système Y36 et Y34. C'est l'efficacité au combat. Si vous voulez voir comment tout ça se fait, voilà ces choses. Ce sont des probabilités. Des probabilités encore et encore depuis les fonctions logiques de l'efficacité au combat jusqu'à la fonction probabiliste de l'efficacité au combat. Et ce sont tous ces nœuds, c'est ainsi que vous devez voir la guerre et surtout l'arbre de décision. Mais pouvez-vous l'expliquer à quelqu'un qui a vu des films sur YouTube et lu quelques livres sur quelque chose et qui a un diplôme en histoire par exemple? Oh mon Dieu, n'allez pas là-dedans. Et c'est pourquoi vient cette chose. Vous vous souvenez que j'en ai déjà parlé, vous devez renseigner les données. Déchets entrants, déchets sortants. Vous vous en souvenez? Eh bien, comment renseignez-vous? Je vais vous donner un exemple que vous connaissez déjà. Je le répète de nombreuses fois. Vous savez, Munson et tous ces gens qui écrivaient pour le département américain de l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont eu? Eh bien, ils ont obtenu un conte de fées sur les capacités de l'ennemi, parce qu'évidemment, les Russes, ce qu'ils faisaient, c'était de s'entretuer en s'exécutant des millions à l'arrière, puis de jeter ces cadavres sur ces Allemands européens très sophistiqués et très avancés. Et donc, finalement, les Russes ont enterré les Allemands sous un tas de leurs cadavres. Donc les Russes ont perdu 150 milliards de personnes. Et voilà, c'est ainsi qu'en réalité, la majorité des officiers américains voient aujourd'hui cette histoire. Ensuite, bien sûr, le général Patton arrive et gagne la guerre. Donc c'est tout ce que vous devez
savoir. Évidemment, c'est un peu exagéré, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Mais je veux vous montrer quelque chose sur comment les données corrompues, même de personnes que je respecte vraiment beaucoup, ont très peu sur quoi se baser, parce que tout ce qu'ils savent, par exemple sur les capacités russes, ils doivent constamment les rassembler, soit auprès de sources complètement incompétentes, euh, et ils parlent de «eh bien», en Deuxième Guerre mondiale, c'était un peu plus établi, mais quand vous parlez des incertitudes et de ce qu'est la technologie russe, je vais vous donner un exemple. Le très respecté par moi, M. Grau, par exemple, quand il commence à renseigner ces réseaux bayésiens, et vous savez, l'effet de combat et les erreurs de calcul, vous pouvez voir vous-même que Grau a écrit ce merveilleux article sur la corrélation russe tactique des forces et des moyens de calcul mis à jour pour l'équipement et les capacités modernes. Ceci a été écrit il y a quelques années. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il n'était pas vraiment mis à jour. Mais donc, ils écrivent à ce sujet que oui, ils écrivent que les Russes ont longtemps cherché à mathématiser la bataille. Ce qui est oui, vrai. La corrélation des forces et des moyens, bien oui, est déterminée en comparant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des sous-unités, unités, formations, armes, équipements militaires, etc. de ses propres forces avec celles de l'ennemi. Euh, je peux vous dire une chose. L'armée américaine, les armées militaires américaines et européennes de l'OTAN, c'est un travail bâclé. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Cependant, dans ce document, M. Grau et son co-auteur ont en fait utilisé des données biélorusses. Oui, la Biélorussie, à bien des égards, conserve la vision soviétique des choses. Mais comme vous pouvez le comprendre, voici la représentation. C'était fait il y a quelques années quand les Biélorusses mesuraient tout par rapport à ce qu'ils avaient à l'époque. Et comme vous pouvez le voir vous-même, ils parlent de l'arme de référence standard utilisée pour mesurer le potentiel de combat des armes et des équipements militaires. Le calcul utilise le potentiel de combat du char T-60-12A. C'est en réalité l'étalon par lequel vous mesurez tout. Et voici le problème, bien sûr, au Pentagone. Qu'est-ce qu'ils savent du T-72 ? Oh, ils savent que le T-72 irakien était médiocre. Oui, il n'avait qu'une optique, un ordinateur balistique très basique, et évidemment un viseur très basique essentiellement. C'est tout. Oh oui, on leur a botté les fesses. Oui, vous l'avez fait, sans aucun doute là-dessus. Mais pourquoi ? Et voici le problème. Regardez ça. Ils jugent ces valeurs de combat comme l'engagement direct, à conditions égales, l'un contre l'autre. Si vous regardez à l'époque les valeurs de combat, c'est ce qui était constamment considéré par tous ces groupes de réflexion et les gens du Pentagone. Donc regardez ça. Ils donnent, évidemment, par rapport au T-72A, le MUN Abrams A147, ils parlent du M18-on A187. Regardez ça, le M60, le Léopard 1, le Léopard 2, 190. 280 pour le Léopard 3, et ainsi de suite. Le T-72 est complètement en train de se faire laminer ici, mais voici la question. Et ils mettent le T-72B à 165. Et vous avez vu vous-même ce que le T-72B peut faire dans l'opération militaire spéciale contre, évidemment, tous ces chars OTAN qui explosaient simplement, et c'était des B qui avaient des viseurs thermiques, ils avaient déjà tous ces systèmes de visée avancés. Pour les Russes, c'est très facile de mettre à jour ces 9000 chars T-72B. Mettons-les à jour en T-72B3, pas tout à fait broie, mais suffisamment bon, et vous avez vu vous-même le premier coup, la tourelle de l'Abrams-MUN vole. Et voilà comment renseignez-vous vos modèles bayésiens. Vous devez connaître l'efficacité au combat. Eh bien, vous savez maintenant d'où vient l'efficacité au combat de tous ces systèmes d'armes. C'était un mensonge ridicule venant d'Ukraine jusqu'à tous ces types du Pentagone, et ils y ont cru, ils l'ont avalé. Eh bien, sûrement parce qu'ils ne sont pas des gens très professionnels. Sûrement parce qu'ils passent par un ROTCE avec un diplôme en littérature anglaise
et ils n'ont même pas les outils de base pour comprendre ce qui se passe et comment une planification opérationnelle, encore moins stratégique, est correctement faite, surtout quand vous n'avez pas juste à suivre quelques manuels opérationnels et à cocher quelques cases là-dedans. Non, vous devez penser. Vous devez, même quand vous avez tous ces ordinateurs que les Russes ont, même quand vous avez cette complexité des événements où vous devez constamment, en tant que professionnel militaire, résoudre ces incertitudes, c'est là où réside l'art tactique opérationnel stratégique. C'est là où vous devenez des gens comme Gerasimov, des gens comme Syrski et d'autres gens de l'état-major général russe. C'est un niveau différent. Et donc, si quelqu'un me dit que ce type, quel que soit son nom, le général Kane, peut totalement le comprendre, eh bien, il a été informé, il est passé par quelque école là, qu'il a au moins le background mathématique et physique, parce qu'il a obtenu son diplôme de l'Académie de l'armée de l'air américaine. Mais quand vous avez des gens qui renseignent votre bayésien avec, pardonnez-moi, des données erronées, que vous attendez-vous? Vous allez continuer à perdre des guerres et vous ne serez pas en mesure de les planifier correctement, comme nous l'avons vu au début. Eh bien, cette Maison-Blanche doit constamment utiliser ce « on gagne », c'est de la folie. Vous avez des gens qui ne sont pas conçus pour mener une vraie guerre, seulement pour bombarder les gens et tuer beaucoup de civils. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc maintenant, avant de partir, je dois évidemment faire cette déclaration en termes de retour à notre tableau. Comme vous pouvez le voir vous-même, les pertes, même vieille histoire, pratiquement, les Russes éliminent quotidiennement l'équivalent d'une brigade ukrainienne et l'effaçant de l'ordre de bataille. Et oui, maintenant, l'Europe essaie de faire face à ça. Ils échoueront, comme d'habitude. Et maintenant que nous savons que la Finlande l'a au moins déclaré, mais évidemment, l'Estonie et la Lettonie et ces élites politiques ont permis que ça arrive. Donc, je dirais que Narva a beaucoup de Russes. Les Russes ne vont pas faire exploser Narva, mais ils pourraient visiter, je le ferai. Mais d'un autre côté, nous verrons, évidemment, les Russes attendent la fin des célébrations de la victoire du 9 mai. Et donc, comme vous pouvez le voir vous-même, 740 ont été abattus. Il n'y a pas de défense aérienne dans le monde qui puisse y faire face, à l'exception de la défense aérienne russe. Comme vous pouvez le voir vous-même, la situation de l'élimination essentiellement de ces restes ukrainiens, des forces armées ukrainiennes, continue partout. Et si nous allons vers nos bons amis Marat Roussaïnov et le colonel Popov, voici la carte de il y a 2 jours. C'est essentiellement ce qui se passe autour de ce qu'on appelle la zone tampon de la Soumy. Comme vous pouvez le voir vous-même, les Russes sont très profondément dans le territoire de la Soumy, qui est l'Ukraine. Mais vous pouvez voir vous-même ce segment orange, c'est Malorekia. Les Russes ont libéré Malorekia et continuent à avancer, et ça continuera, quoi qu'ils fassent, et quels que soient les plans que ces types au Pentagone aient en tête. Vous savez, vous pouvez. Et avant de partir, évidemment, je dois mentionner ça, je suis allé sur son compte sur X, et c'est exactement ce qu'il dit, c'est Monsieur Birol. Donc Charlie Birol, ce qu'il a dit hier. Donc voici, depuis le début de la guerre en Iran, le carburéacteur plus 70%, le soufre plus 60%, le Brent plus 52%. Ne regardez pas ces déclarations de l'AIE sur les prix du pétrole, parce que ce sont des contrats à terme. Ce n'est rien de plus que de la spéculation. Le fioul domestique, plus 52%, le WTI, plus 48%, le gaz naturel européen, plus 36%, les engrais, plus 23%, l'huile de palme, le minerai de fer, plus 8%, le blé, plus 10%, et oui, à qui se soucier du Standard & Poor's et du Dow Jones. C'est tout des déchets. Mais quand vous regardez attentivement la vraie économie physique tangible, c'est une catastrophe que ce type et sa cabale de force pro-israélienne a déclenché au nom d'Israël sur à la fois le monde occidental et en réalité le monde entier. Donc, que puis-je dire? Je vous ai expliqué juste une toute petite facette,
parce que pour m'expliquer dans son ensemble, ça nécessiterait un cours de conférence d'1 heure et demie, probablement, je ne sais pas, 7 ou 8 au moins, parce que vous devez aussi calculer quelque chose de simple pour vous expliquer ce qui se passe et comment cette chose va dans l'ordinateur et comment il calcule tous ces modèles, parce que c'est ce que font les états-majors généraux. Ils ont ces modèles, c'est pourquoi ils ont besoin d'avoir des capacités computationnelles de superordinateurs pour ajuster leurs décisions opérationnelles et stratégiques et l'outil tactique supérieur. Mais que puis-je dire? Je suis ennuyeux, je le sais, j'en suis très conscient. Je devrais parler de quelles explosions. Regardez comme cet avion est séduisant. Regardez, ils ont pris quoi? 500 mètres ou quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, regardez ça. Donc oui, et surtout, quand la question de la logistique entre en jeu, c'est un domaine complètement différent. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je suis plutôt content que ça soit un peu calmé. Ça va s'accélérer à nouveau demain. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et comme toujours, ceux qui aiment ce que je fais, merci de vous abonner à ma chaîne. Et ceux qui peuvent se le permettre, merci de me soutenir sur Patreon ou de m'offrir un café ou deux, sûrement même 5. Passez une bonne fin de week-end. Je vous parlerai plus tard, les gars. Par ce qui est, à mon sens, le point le plus explosif politiquement de cette vidéo et que la quasi-totalité des médias français passe sous silence. Dans la nuit du 2 au 3 mai 2026, 740 drones ukrainiens ont été lancés contre la Russie. Au moins 55 ont été abattus dans le seul oblast de Leningrad. Un aéroport de Saint-Pétersbourg a été temporairement fermé. Selon les données de surveillance russes que Martianov présente, plusieurs de ces drones ont transité par l'espace aérien de la Finlande et ont été détectés depuis Narva, en Estonie, 2 pays membres de l'OTAN. Ce n'est pas la première fois. Sur Monde Multipolaire, je veux que vous connaissiez le précédent documenté. Dans la nuit du 24 au 25 mars 2026, des drones ukrainiens ciblant les ports pétroliers russes de Oust-Louga et Primorsk ont traversé l'espace aérien estonien. Un drone a même heurté la cheminée de la centrale électrique d'Over, en Estonie, opérée par le groupe Enefit Power. C'est un fait établi, documenté par le journal Le Diplomate Média le 1er avril 2026. La réponse des autorités estoniennes, elles ont parlé de drones en provenance du territoire russe, ce qui est techniquement une demi-vérité soigneusement formulée pour protéger l'Ukraine. Voilà ce que j'appelle sur Monde Multipolaire la désinformation par omission institutionnalisée. Et les conséquences juridiques et stratégiques sont immenses. Permettez-moi un précédent historique qui illustre parfaitement la gravité de cette situation. En novembre 1960, un U-2 américain avait survolé illégalement l'Union soviétique et avait été abattu. L'incident avait provoqué une crise diplomatique majeure. Le président Eisenhower avait été forcé d'admettre publiquement que les États-Unis espionnaient l'URSS depuis son espace aérien. Ça avait failli faire échouer le sommet de Paris entre Eisenhower et Khrouchtchev. Ce qui signifie qu'une simple violation de l'espace aérien, même sans victime, peut déstabiliser toute l'architecture diplomatique mondiale. Aujourd'hui, des pays membres de l'OTAN laissent transiter des drones armés ukrainiens visant des cibles civiles en Russie. Et la réponse officielle de l'OTAN est le silence institutionnel. La première ministre lettone avait appelé à traiter ces incidents avec compréhension envers l'Ukraine, tolérance compréhensible, politiquement c'est vrai, mais juridiquement c'est une complicité dans des frappes contre un pays tiers. Et stratégiquement, c'est une escalade que les pays baltes semblent ne pas vouloir reconnaître. Sur Monde Multipolaire, nous ne dirons pas que la Russie devrait frapper les pays baltes. Ce serait irresponsable. Mais nous disons que ces pays jouent avec un feu qu'ils ne comprennent pas. L'histoire des petits États qui se croient protégés par une alliance et se permettent des provocations envers une grande puissance nucléaire est rarement une histoire qui se termine bien pour les petits États. La Géorgie de 2008 avait appris cette leçon douloureusement. Les pays baltes semblent n'en avoir retenu aucun enseignement. Voici maintenant le cœur analytique de cette vidéo. Et c'est la partie que Martianov développe avec le plus de rigueur intellectuelle. La question des réseaux bayésiens et de la théorie des opérations militaires.
Sur Monde multipolaire, je veux développer cet argument avec des exemples historiques concrets que Martianov n'a pas le temps d'aborder dans cette vidéo. Martianov explique que la planification opérationnelle sérieuse repose sur la théorie des probabilités et notamment les réseaux bayésiens. Ce qui signifie, dans un langage accessible, la capacité à quantifier l'incertitude et à calculer des probabilités conditionnelles dans des systèmes complexes. La guerre est fondamentalement un événement stochastique, ce qui signifie aléatoire et incertain. Et l'art du commandement militaire est précisément la capacité à réduire cette incertitude grâce à du renseignement, de la modélisation et du calcul rigoureux. Regardons un exemple historique précis qui illustre exactement ce dont Martianov parle. La bataille de Koursk de juillet 1943. C'est la plus grande bataille de chars de l'histoire. Et l'armée rouge l'a gagnée parce qu'elle avait préparé sa défense avec une rigueur opérationnelle que la Wehrmacht ne pouvait pas égaler. Le général Zhukov et le maréchal Vassilevski avaient construit une défense en profondeur de 8 lignes défensives consécutives sur 250 km. Ils avaient calculé précisément où frapperait la Wehrmacht grâce aux renseignements de l'agent soviétique Rudi Rebethaler opérant en Suisse. Ils avaient modélisé les probabilités de percée allemandes à chaque point de leur dispositif et ils avaient positionné leurs réserves de chars en conséquence. Ce n'est pas un hasard si l'armée rouge a gagné Koursk, c'est le résultat d'une planification opérationnelle supérieure qui intégrait exactement le type de raisonnement probabiliste et conditionnel que Martianov décrit. Les Allemands, eux, avaient fondé leur planification sur un modèle simple, linéaire, déterministe. Perse, ici avec des tigres, atteint cet objectif et la défense soviétique s'effondre. C'était une planification qui ignorait les incertitudes réelles du terrain et la profondeur de la défense soviétique. Résultat, la plus grande défaite stratégique de la Wehrmacht sur le front est. Maintenant, comparons avec l'Ukraine de 2023 que Martianov mentionne. Les planificateurs américains au Pentagone ont conçu la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 avec un modèle opérationnel simple. 2 régiments de chars Léopard purcint la zone grise russe, atteignent Mélitopol, coupent le pont terrestre vers la Crimée, les Russes s'effondrent. C'est exactement le type de planification déterministe et linéaire que Martianov critique, sans modélisation probabiliste sérieuse des défenses russes, sans calcul rigoureux des probabilités de percée à chaque ligne défensive. Résultat, 200 000 soldats ukrainiens et des centaines de léopards détruits pour n'avoir pas dépassé la première ligne de sécurité russe. Ce que Martianov dit sur la corruption des données d'entrée, le garbage in garbage out en anglais, ce qui signifie données corrompues en entrée, produisent des résultats corrompus en sortie, est fondamentalement juste et historiquement documenté. Le Pentagone avait alimenté ces modèles de planification avec des données sur l'efficacité des chars Léopard et Abrams face aux T-72 qui provenaient essentiellement des guerres du Golfe et de Libye. Des contextes où les T-72 irakiens et libyens étaient des versions dégradées, sans équipement électronique moderne, sans système de vision thermique, sans réactifs explosifs. Comme si vous évaluiez l'efficacité d'une voiture de Formule 1 en regardant une Renault 5 de 1983. L'erreur de données d'entrée était structurelle et ses conséquences ont été catastrophiques pour les soldats ukrainiens. Martianov mentionne rapidement les chiffres publiés par l'analyste Birol sur la flambée des prix depuis le début de la guerre en Iran. Carburéacteur plus 70%, soufre plus 60%, Brent plus 52%. Sur Monde multipolaire, je veux enrichir ces chiffres avec des données que j'ai vérifiées dans les dernières 24 heures et qui dressent un tableau encore plus alarmant. Selon Euronews et la Banque mondiale, publié le 28 avril 2026, la guerre en Iran a déjà entraîné la plus grande perturbation de l'offre pétrolière jamais enregistrée. La production mondiale a chuté de plus de 10 millions de barils par jour pendant la crise. Le Brent a dépassé 126 $ le baril le 30 avril 2026 selon France Info. Le FMI a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour 2026 à 3,1%. Et l'Union européenne a déjà dépensé plus de 27 milliards d'euros en coûts supplémentaires pour ses importations de combustibles fossiles depuis le début de la guerre. Il y a un fait
particulièrement révélateur que les médias grand public mentionnent à peine. Air France-KLM prévoit de payer 9,3 milliards de dollars pour son carburant en 2026, ce qui signifie 35 pour 100 de plus que ses estimations d'avant-guerre, selon France Info, du 1er mai 2026. La compagnie a déjà annulé 2% de ses vols Transavia en mai et juin. Ryanair observe que ses clients hésitent à réserver, et ce n'est pas une conjoncture qui va se corriger rapidement. La fermeture du détroit d'Ormuz a structurellement perturbé les chaînes d'approvisionnement énergétique mondiales. Rappelons un précédent historique fondamental. Le premier choc pétrolier d'octobre 1973. L'embargo pétrolier de l'OPEP, déclenché en représailles au soutien américain à Israël pendant la guerre du Kippour, avait quadruplé le prix du baril en quelques semaines. Les conséquences avaient été massives, inflation galopante dans tous les pays occidentaux, récession économique, rationnement de l'essence. En France, des mesures de restriction de circulation les dimanches. Aux États-Unis, des files d'attente de plusieurs kilomètres aux stations-service. La différence fondamentale entre 1973 et 2026, c'est que les États-Unis avaient en 1973 un tissu industriel encore intact pour absorber le choc et s'adapter. L'Amérique de 1973 avait encore sa base industrielle lourde, son réseau ferroviaire de fret, ses fonderies, ses usines métallurgiques. L'Amérique de 2026 est une économie financiarisée et désindustrialisée, dont les chaînes d'approvisionnement en matières premières critiques dépendent massivement de la Chine et d'autres pays étrangers. Le choc de 2026 risque donc d'être structurellement plus grave et plus durable que celui de 1973. Et voici un aspect que Martianov ne développe pas dans cette vidéo, mais qui est fondamental pour Monde Multipolaire. L'Iran avait le 1er mai 2026 présenté une nouvelle proposition de reprise des négociations avec les États-Unis, provoquant une baisse temporaire du prix du Brent. Ce signal iranien est important. Il démontre que Téhéran continue d'utiliser la diplomatie comme levier stratégique, en calibrant ses offres de négociation pour maximiser leur impact sur les marchés pétroliers et donc sur la pression politique intérieure américaine. C'est de la géopolitique économique sophistiquée et elle fonctionne. Chaque offre iranienne de négociation fait baisser les prix, donnant à Trump un répit. Chaque durcissement américain fait monter les prix, augmentant la pression sur les consommateurs américains. Martianov aborde dans cette vidéo la question de l'efficacité comparée des chars, en particulier la réévaluation des T-72 face aux chars OTAN dans l'opération militaire spéciale. C'est un point qui touche directement à la ligne éditoriale de Monde Multipolaire et qui mérite un développement sérieux avec des données factuelles. Commençons par ce que nous savons des données réelles sur le terrain. Pendant la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, les données disponibles, y compris celles recueillies par les chercheurs de l'Oryx Project, qui documentent les pertes d'équipement, indiquent que plusieurs dizaines de Léopard 2 et Abrams-Mun ont été détruits ou sérieusement endommagés, certains par des missiles anti-chars guidés russes, d'autres par des mines et des drones. Ces données correspondent exactement à ce que Martianov décrit. La corruption des données d'entrée dans les modèles de planification américains avait sous-estimé l'efficacité des systèmes anti-chars russes et surestimé la capacité des chars OTAN à fonctionner dans un environnement saturé. De drones de reconnaissance et d'artillerie de précision. La leçon fondamentale de l'Ukraine pour l'analyse militaire est celle-ci. La guerre d'attrition industrielle est revenue au centre du combat. Et dans ce type de guerre, la supériorité technologique individuelle d'une plateforme, comme un Léopard 2 par rapport à un T-72B3, est moins importante que la capacité à produire massivement, à réparer rapidement, à intégrer ces plateformes dans un système de combat cohérent avec drones, artillerie de précision, guerre électronique et logistique. Et c'est précisément là où l'industrie de défense russe excelle depuis 2022. Selon les données publiées par le Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, en 2024, la Russie produit environ 3 millions d'obus d'artillerie par an, contre 350 000 pour les États-Unis, en production normale. Ce n'est pas 2 fois plus.
c'est 9 fois plus. Et pour les missiles de précision à longue portée, comme Martianov le dit, l'écart est encore plus important. Rappelons un précédent historique décisif, la bataille de la Somme en juillet 1916, les Britanniques avaient envoyé 60 000 soldats le premier jour de la bataille. 19 000 étaient morts avant le soir. L'une des raisons principales de ce désastre était la surestimation de l'efficacité du bombardement préliminaire britannique, fondé sur des données corrompues. Les observateurs britanniques avaient estimé que le bombardement d'une semaine avait détruit les défenses allemandes. En réalité, les Allemands avaient creusé des abris à 6 mètres de profondeur qui avaient résisté au bombardement. Les données d'entrée étaient fausses. Les modèles de planification avaient prédit une percée facile. La réalité avait été un massacre. C'est le garbage in, garbage out que Martianov décrit, appliqué à 1916. En 2023, les planificateurs américains avaient commis une erreur structurellement identique. Ils avaient surestimé l'efficacité des Léopard et Abrams face aux T-72 russes modernisés. Ils avaient sous-estimé la profondeur et la densité des champs de mines russes. Ils avaient ignoré l'effet multiplicateur des drones de reconnaissance russes qui permettaient à l'artillerie russe d'intervenir dans les 30 secondes sur tout mouvement blindé ukrainien. Le résultat a été, une fois de plus, un désastre opérationnel prévisible pour qui aurait alimenté ces modèles avec des données réelles. Martianov mentionne en passant quelque chose de fondamental que je veux développer sérieusement. Le 9 mai, la journée de la victoire. Et pourquoi les pays occidentaux, comme il le dit, ne peuvent pas le supporter. Le 9 mai 2026 marque le 81e anniversaire de la victoire soviétique sur le nazisme. Et dans le contexte actuel, cette date a une résonance politique et symbolique extraordinaire. Les drones ukrainiens qui ont transité par l'espace aérien finlandais et estonien pour frapper Saint-Pétersbourg dans la nuit du 2 au 3 mai, c'est pas un hasard de calendrier. C'est une frappe délibérément préparée à la veille des célébrations du 9 mai, visant à troubler les commémorations de Leningrad, la ville qui avait résisté à 900 jours de siège nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons ce qu'est le siège de Leningrad pour la conscience historique russe. Du 8 septembre 1940 et 1 au 27 janvier 1944. 872 jours de siège, entre 800 000 et 1 200 000 civils morts, principalement de faim. La quasi-totalité des arbres de la ville abattus pour se chauffer. Les animaux des jardins zoologiques mangés. Les gens mourant dans les rues du scorbut et de la dystrophie. Le siège de Leningrad n'est pas une abstraction historique pour les Russes. C'est une blessure fondatrice de l'identité nationale. Et faire passer des drones destinés à Saint-Pétersbourg par l'espace aérien estonien la veille du 9 mai, c'est une provocation symbolique d'une intensité extraordinaire que les médias occidentaux minimisent délibérément. Et voilà ce que Martianov dit que je veux traduire en termes analytiques pour Monde multipolaire. L'Occident ne peut pas supporter le 9 mai parce que le 9 mai est un rappel permanent que c'est l'Union soviétique et non les États-Unis ou le Royaume-Uni qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Pas seul. Certes, les alliés occidentaux ont contribué. Le débarquement de Normandie a été une opération militaire majeure. L'aide Lend-Lease américaine a été significative. Mais les données sont sans ambiguïté. 80% des pertes allemandes de la Deuxième Guerre mondiale ont été infligées sur le front et par l'armée rouge. 27 millions de soviétiques sont morts, dont environ 10 à 7 millions de civils. Les États-Unis ont perdu 405 000 soldats en tout, le Royaume-Uni 450 000, la France 200 000. L'écart est abyssal et il est politiquement insupportable pour des élites occidentales qui ont construit leur récit de la Deuxième Guerre mondiale autour du rôle central des États-Unis et du Royaume-Uni. Le 9 mai contredit ce récit fondateur. Et c'est pourquoi il y a une volonté systématique de relativiser, de minimiser, voire de nier la contribution soviétique à la victoire sur le nazisme. Cette tentative de réécriture historique est à la fois intellectuellement malhonnête et politiquement dangereuse, parce qu'elle prive les sociétés occidentales de la compréhension réelle des conditions qui permettent de gagner une guerre d'attrition industrielle à grande échelle. Ce qui est précisément le type de guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Sur Monde multipolaire,
nous avons une position claire sur cette question. Reconnaître le rôle déterminant de l'Union soviétique dans la défaite du nazisme n'est pas de la propagande pro-russe, c'est de l'histoire factuelle. Et elle est reconnue par les meilleurs historiens militaires occidentaux, de John Keegan à Max Hastings, qui ont tous deux reconnu que sans la résistance et la contre-offensive soviétique, la victoire occidentale aurait été improbable, voire impossible. Citer ces faits, c'est exactement ce que Monde Multipolaire fait. Et c'est précisément pour ça que ce type de contenu est nécessaire. Voilà, nous avons analysé ensemble cette vidéo de Martianov du 3 mai 2026 et je veux terminer avec une synthèse claire des leçons analytiques essentielles. Première leçon, les drones ukrainiens transitant par l'espace aérien finlandais et estonien pour frapper Saint-Pétersbourg constituent une escalade délibérée et documentée, couverte par le silence institutionnel des pays baltes et de l'OTAN. Cette situation est juridiquement et stratégiquement explosive. L'histoire montre que les petits États qui permettent leur territoire pour des frappes contre une grande puissance nucléaire prennent des risques existentiels qu'ils ont tendance à sous-estimer. Deuxième leçon, l'analyse de Martianov sur les réseaux bayésiens et la planification opérationnelle révèlent la racine profonde de l'échec militaire occidental. Ce n'est pas un manque d'armes ou de budget, c'est un manque de rigueur analytique et mathématique dans la formation des officiers supérieurs, combiné à une corruption systématique des données d'entrée dans les modèles de planification. Garbage in, garbage out. Les données fausses sur les capacités iraniennes et russes ont produit des plans opérationnels irréalistes. Les résultats ont été des désastres militaires que la propagande tente de masquer. Troisième leçon. Les données économiques des 48 dernières heures confirment ce que Monde Multipolaire analyse depuis le début de la crise. La fermeture du détroit d'Ormuz n'est pas une crise conjoncturelle réversible. C'est un choc structurel qui réorganise les chaînes d'approvisionnement énergétique mondiales. La Banque mondiale prévoit que le Brent s'établira en moyenne à 4,26 $ le baril sur toute l'année 2026. Air France KLM paiera 35% de plus pour son carburant. L'UE a déjà dépensé 27 milliards d'euros supplémentaires. Et si le conflit dure, les analystes modélisent des scénarios à 150, voire 200 $ le baril. Quatrième leçon. La supériorité militaire russe, démontrée sur le terrain ukrainien, est le résultat d'une doctrine opérationnelle supérieure, nourrie de données réelles, d'une production industrielle de défense qui dépasse de loin celle de l'Occident, et d'une formation d'officiers qui intègre la rigueur mathématique et probabiliste que Martianov décrit. Ce n'est pas de la rhétorique, ce sont des faits observables sur le terrain. Cinquième et dernière leçon, le 9 mai et la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas des questions de nostalgie ou de propagande, ce sont des questions de vérité historique factuelle. L'Union soviétique a joué le rôle déterminant dans la défaite du nazisme. 27 millions de morts soviétiques en témoignent. Les frappes ukrainiennes sur Saint-Pétersbourg à la veille du 9 mai sont une provocation symbolique d'une intensité extraordinaire qui démontre à quel point la mémoire de la guerre est devenue une arme dans le conflit actuel. Et sur Monde Multipolaire, nous refusons que cette mémoire soit réécrite au profit d'un narratif politique qui sert des intérêts que nous connaissons bien. C'est pour ça que cette chaîne existe. Pour vous donner les faits, les précédents historiques et l'analyse rigoureuse que vous méritez, partagez cette vidéo autour de vous si vous estimez qu'elle apporte quelque chose que vous ne trouverez pas sur BFM ou CNews. Abonnez-vous à Monde Multipolaire, activez la cloche et à très vite pour la prochaine analyse.